parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H. Le film, non, la série d'aujourd'hui s'appelle Watchmen, mais ça aurait pu être le film. Mais non, parce que je ferai un épisode spécial de après le film. Oui, ma série, il y a des épisodes avec images et tout, tout team, avec des épisodes d'une longueur tout à fait raisonnable de 40 minutes. Oui, c'est vrai, vous pouvez aller voir mon épisode sur Avatar pour en avoir le cœur net. Bref, passez cette petite page d'autopub, on va parler aujourd'hui de Watchmen, non pas le film, mais la série, quoique. On va parler un petit peu de la série, du film, forcément. C'est une série showrunnée par Damon Lindelof, dont on va parler ensuite. Ça a été diffusé à partir du 20 octobre 2019 sur HBO, la célèbre HBO. Et je l'ai vu à la télévision en version originale. Alors Watchmen, c'est quoi? Oui, aujourd'hui, pas de salam alek, on va pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, un film que je trouve culte, une bande dessinée que je trouve culte, un film que j'ai beaucoup aimé, l'un et l'autre, et une série donc dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc il faut commencer par le départ. Watchmen, c'est quoi? À la base, c'est une BD créée par le fameux scénariste Alan Moore, le dessinateur Dave Gibbons et leur coloriste John Higgins, qui est trop peu souvent cité. C'est une forme de graphic novel, plus ou moins, à l'époque ça n'avait pas ce nom-là, mais qui a été publié mensuellement de 86 à 87 aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, et en France, juste dans le courant de l'année suivante, de 87 à 88, si je dis pas de bêtises, la traduction. C'est un succès qui est devenu mythe, vraiment un mythe. C'est à la base une BD uchronique adulte, sur grosso modo, j'exagère, mais la fin des super-héros. Hein. Souvent, quand je présente le spectrum des films de super-héros, je mets au tout début Super, de James Gunn, dont j'ai fait une vidéo avec images dans ma série, dans ma playlist après le film, allez la voir. Hein. On continue l'utopie un petit peu. Bon, ok, je vais pas trop le faire, mais quand même. Donc, je mets Super au tout début. Pour moi, la genèse du film de super-héros, de ce qu'est un super-héros, c'est Super. Et à l'autre bout, la fin de ce qu'est les super-héros, c'est Watchmen. Watchmen, notamment le film de Zack Snyder, mais aussi la bande dessinée, donc de Alan Moore, Gibbons et Higgins. C'est donc une excellente BD sur le sujet, avec un discours politique puissant sur les limites de la fameuse doctrine de l'équilibre de la terreur. Vous savez, cette fameuse doctrine qui, pendant la fameuse guerre souterraine bloc Est contre bloc Ouest, entre les États-Unis et la Russie soviétique, était basée sur le fait que si on construisait un maximum d'ogives nucléaires et qu'on pouvait tout raser d'un seul coup, on maintenait tout le monde dans la peur et personne n'avait envie de les utiliser, et donc on empêchait grosso modo des holocaustes nucléaires de se répéter, tout comme par exemple Hiroshima, Nagasaki, etc. et d'empêcher l'humanité d'aller vers son extinction. Et là, cette BD avait l'intelligence de remettre en cause ces doctrines-là de manière très forte, et je vous laisse découvrir comment parce que c'est excellent. Et c'est aussi un autre axe important, c'est un récit hyper réaliste sur les super-héros, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une uchronie, pour vous donner juste un petit peu le contexte, c'est une uchronie où grâce à un super-héros dont je tairai le nom, parce que je pense qu'il faut lire cette BD et voir le film, c'est juste extraordinaire, je vais vous en parler un petit peu dans le retour sur la série. Les États-Unis ne perdent pas la guerre du Vietnam, mais la gagnent, ce qui fait que Richard Nixon est réélu plusieurs fois, jusqu'au milieu des années 80. Là où prend lieu l'histoire originale, en 85, et ce contexte hyper-réaliste a remis en cause complètement toute l'histoire des États-Unis. Les super-héros y ont une importance très forte, et quand je dis super-héros, c'est simplement des héros masqués. J'en dirai pas plus, c'est juste un chef-d'œuvre à lire absolument. Si vous avez une BD à lire, Watchmen, c'est extraordinaire. Ça se lit super bien, c'est passionnant, il y a des passages entre les bouquins qui sont des exemples de livres, des lettres, enfin c'est d'une densité incroyable, et la narration est splendide, et la fin est incroyable. C'est une très très grande BD, et dès le début des années 90, les productions américaines, les grosses boîtes ont racheté les droits, et ont essayé de produire plusieurs fois Watchmen. Ça a été une véritable arlésienne, parce que oui, on va parler du film juste après, mais avant, je fais une toute petite parenthèse sur Alan Moore, l'auteur de Watchmen, souvent quand on dit Watchmen de Alan Moore, on met souvent Dave Gibbons et Higgins en retrait, ce que je peux comprendre, mais malgré tout, une bande dessinée, ça reste une collaboration, et Dave Gibbons a fait un super travail sur Watchmen, j'aime beaucoup son travail de dessin, ça donne un côté complètement sobre et très maîtrisé, puisque la BD est construite essentiellement en 9 cases vous voyez ce que je veux dire, 9 cases symétriques, 3 fois, 3 lignes à chaque fois, de 3 cases par ligne, et ça donne un côté comme ça, presque journalistique, mais en même temps, il l'utilise de manière très différente sur les pages, c'est bien renouvelé comme système, et vu que la narration de Alan Moore était très dense, c'est vraiment de l'excellent travail qu'a fait Dave Gibbons, notamment dans le choix des dessins, dans la nuance qu'il a pu apporter au travail, même si beaucoup pensent que c'est Alan Moore qui a tout fait.
il faut rendre à Dave Gibbons son travail. Je pense que leur collaboration a permis à cette œuvre de naître, et John Higgins aussi a fait très bon taf au niveau de la couleur. Je vous souhaite de retrouver une édition comme celle que j'ai trouvée, où le papier n'est pas du papier, numérique comme on a actuellement, mais du vieux papier journal, vous savez, un petit peu du papier recyclé qu'on utilisait pour faire des BD, parce que je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux avec cette bande dessinée-là. Peu importe, mais si vous avez l'occasion de la lire dans les conditions dernières de bande dessinée, n'hésitez pas, c'est très très bon aussi. Donc, malgré tout, Alan Moore, génie de la bande dessinée qui a fait donc Watchmen, From Hell, qui a été adapté en film aussi avec Johnny Depp et tout ça, par les frères... Ah, j'ai oublié le nom des réalisateurs, les frères Hughes. J'aime beaucoup ce film, il faudra que je vous fasse un podcast dessus. From Hell, c'est vraiment un des films que j'aime énormément. Mine de rien, c'est un film que je re-regarde avec grand plaisir, c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire, il faudra que je vous en parle à l'occasion. Donc voilà, la BD à l'origine, elle est de Alan Moore. V pour Vendetta, super film aussi de James McTeigue, scénarisé par les sœurs Wachowski. Film que je trouve vraiment très sympa aussi, avec Hugo Weaving, Nathalie Portman et ainsi de suite. Et ben la BD de base, c'est aussi Alan Moore l'auteur. Il a aussi fait la fameuse BD Batman The Killing Joke, qui a donné lieu à un excellent dessin animé. Bref, ce mec a fait pas mal de chefs-d'œuvre et pas mal d'histoires très intéressantes avec plein de super-héros différents. Vous pouvez vous envoyer toute la BD-graphie de ce bon vieux Alan, vous serez pas déçus. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, donc je vais boire de temps à autre rapido, histoire de ne pas avoir une voix trop rocailleuse, excusez-moi. Donc s'il y a des petites pauses avec un petit son très sympathique, bien dégueulasse, vous m'excusez, je vais essayer de m'écarter du micro et d'y penser, pour pas trop vous déranger. Quoi qu'il en soit, donc Watchmen a été adapté en film. Donc voilà, il y aura un jour ou l'autre, je ferai une vidéo sur Watchmen. Si la vie m'est prêtée, je peux vous le dire, il y en aura une sacrée vidéo sur ce film, parce que c'est un film passionnant à décortiquer, à analyser, à réfléchir dessus. C'est un film assez extraordinaire. C'est une adaptation qui a des défauts, mais qui en même temps a rajouté des trucs aussi très très intéressants. Bref, on y reviendra au moment venu. Mais pour dire, Watchmen, le film, ça a été une vraie arlésienne à partir des années 90. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont passés dessus, beaucoup de scénaristes. Terry Gilliam a tenté de faire une adaptation, Oliver Stone aussi. Il y a vraiment eu du monde avec il y avait tout un casting qui était déjà fait à la fin des années 90, qui aurait été assez incroyable, avec Gary Busey dans le rôle du comédien. Enfin, des trucs complètement fous. Je parlais du personnage du comédien après, pour ceux qui connaissent pas la BD, je vais en parler un petit peu après, hein, vous inquiétez pas, si vous êtes un peu perdu. Mais grosso modo, on avait voilà, des castings des années 90, puis finalement les films se sont pas faits parce qu'on estimait que c'était trop compliqué, que le public allait pas apprécier un film de 2 heures ou de plus à l'époque, vu que c'était pas la norme, hein, on était plutôt sur des films d'1h30, 1h50 maximum, même pour les blockbusters. Et finalement, c'est Zack Snyder qui a réussi au début des années 2000 à relancer le truc en 2002. Et il a tout simplement fait un pur film de Zack Snyder. Je vous renvoie à mes critiques de ces films, que j'ai déjà faites, notamment toute la série sur les films de la Justice League, puisque je les ai, si je dis pas de bêtises, tous critiqués. Vous avez une playlist, hein, Justice League, donc vous pouvez y aller. Les films de Zack Snyder là-dedans, c'est Man of Steel, Batman vs Superman, et quelque part Justice League, mais pour vraiment que je parle du style Snyder, je pense de manière plus précise, je pense qu'il est mieux d'écouter mon podcast sur Batman vs Superman. Je pense que je vais un peu plus loin et ça explique ce que j'entends par le style Snyder, mais comme on va pas parler du film aujourd'hui, je ne vais pas développer, je vous renvoie à ces podcasts. Et puis en plus, il y a des vraies différences dans cette adaptation filmique par rapport au livre, et ça c'est couillu parce que le livre, la BD est considérée comme un chef-d'œuvre absolu, donc faire de vraies modifications, c'était un gros choix d'écriture. Snyder a porté ses parties génitales, là, comme on dit. Et c'est un film à voir, absolument. C'est pas loin d'être un chef-d'œuvre. J'aime vraiment énormément ce film pour plein de raisons. J'en parlerai à l'occasion. Et oui, je sais que c'est pas la vie commune, c'est plutôt de dire que le film est sympa, mais que c'est une adaptation ratée, qu'il n'a pas compris ce que Alan Moore voulait faire. Je ne pense pas, et je pense au contraire qu'il a fait des choix très forts et qu'il savait exactement ce qu'il voulait raconter. Et je comprends que ça puisse déplaire aux gens qui aiment la BD pour différentes raisons, moi aussi sur certains points, mais sur d'autres, le film est juste exceptionnel et il met des coups de pied au cul à toute l'industrie, et c'est simple. Depuis Watchmen, je n'ai pas vu de film faire aussi bien sur le sujet du super-héros, sur la question de la fin des super-héros, c'est simple. Ça reste le film ultime sur le sujet. Peut-être parce que c'était dans la BD, ouais, mais encore fallait-il le réussir. Je vous dis tout de suite, je vous préviens, il y aura une partie spoiler, hein, parce que je suis fan de la BD, fan du film, et donc il y a des éléments dont je vais parler que la série choisit de transformer, détourner, ainsi de suite. Donc je vais faire une grosse partie spoiler après. Mais pour l'instant, on va en faire une grosse partie non-spoiler sur la série, et après je vous ferai une partie spoiler où je vous ferai un peu des références à la BD, au film aussi, donc si vous les avez pas lus, allez-y, ce serait vraiment dommage que je vous spoil des trucs dans la partie spoiler, mais vous inquiétez pas, la partie non-spoiler sera conséquente si vous hésitez à voir cette série. Et donc, une série a été faite. D'abord, elle a été proposée à Snyder, bah oui, hein, forcément, puisque son film reste un film assez culte, pour faire une suite directe, hein, du film, mais il a quitté le projet, alors...
Écoutez mon podcast sur Justice League, vous verrez qu'il y a eu des raisons dans sa vie personnelle, je pense que ça doit encore jouer aujourd'hui. Je sais pas s'il est encore relancé sur un projet de gros film actuellement, il bossait sur quelques séries dernièrement, mais Zack Snyder, il lui est arrivé quelque chose de terrible dans sa vie personnelle, je vous renvoie à ma critique de Justice League où j'en parle un petit peu. Et donc je pense qu'il est un petit peu en retrait pour l'instant de pas mal de projets de films. Quoi qu'il en soit, il a laissé tomber le projet, il ne s'est pas investi plus que ça dans la série, et c'est donc Damon Lindelof qui a décidé de faire donc cette suite, de faire cette série qui est finalement une suite de la BD, oui, pas du film, il a décidé de faire une suite de la BD, alors c'est adoubé par Dave Gibbons et pas par Alan Moore. De toute façon, faut être clair, Alan Moore n'adoube aucune des adaptations filmées de ses livres, que les choses soient claires, hein. Le mec est radical, c'est un peu un anarchiste, un nihiliste, donc pas de problème, moi perso je comprends tout à fait, parce que est-ce que les films sont aussi radicaux que ses livres ou ses BD? Je ne pense pas, honnêtement, hein, il a raison en ce sens-là. Est-ce que pour autant c'est des mauvais films? Non, mais je comprends qu'il ait pas eu envie qu'on puisse dire c'est From Hell de Alan Moore, vous savez c'est le truc Alan Moore's From Hell, réalisé par les frères Hughes, ça leur a rendu fou parce que voilà, c'est pas exactement son discours, et à chaque fois il y a eu des changements, que ce soit dans V pour Vendetta, pour Watchmen, dans tout. Donc il a jamais été d'accord. Par contre Dave Gibbons, aussi bien le film que la série, il a dit oui, j'adoube, je trouve que c'est un super projet, machin. Il a toujours mis son nez derrière, et ça a permis de donner de la légitimité quelque part au projet, parce que l'auteur à proprement parler de la BD était pas d'accord. Bon. Est-ce que ça veut dire pour autant que la série sera réussie comme le film? De mon point de vue, on va y venir. Tout le monde se calme, posez vos flingues, vous allez bientôt pouvoir me flinguer, puisque je vais juste vous parler un petit peu du showrunner Damon Lindelof. Alors Damon Lindelof, vous le connaissez tous, parce qu'au cinéma notamment, c'est un producteur qui a produit le Star Trek de J.J. Abrams, le Prometheus de Ridley Scott, le Star Trek Into Darkness de J.J. Abrams, À la poursuite de demain de Brad Bird. Donc Star Trek Into Darkness et À la poursuite de demain, j'ai fait des podcasts dessus, je vais vous les mettre en lien, il n'y a pas de raison. Voilà, donc il a produit pas mal de choses, il a produit aussi pour la fameuse série Lost, Les Disparus, The Leftovers, dont j'ai jamais parlé, mais qui est une série très intéressante, dont j'ai vu essentiellement la première saison, mais que je vais regarder en entier. Excellente série dont je vais vous reparler en détail à l'occasion, mais comme j'ai beaucoup de choses à dire sur Watchmen, j'en parlerai une autre fois. Donc je vous parlerai de The Leftovers à une autre occasion, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette série, et j'aimerais pas faire un podcast trop long non plus. J'essaie de trouver de la densité, vous voyez, vous me direz si ça vous va comme ça, bon, peu importe. Ou si vous préférez que je développe encore et encore, comme je l'avais dit. Une petite gorgée contre la maladie, et on continue. Donc il a été, mais c'est aussi Damon Lindelof, non pas seulement un producteur, mais un scénariste. Très coté à Hollywood, il a notamment scénarisé Cowboys vs Envahisseurs de Jon Favreau, en co-scénarisation avec Alan Kurtzman et Roberto Orci, avec qui il avait aussi travaillé sur les Star Trek. Il a co-scénarisé le Prometheus de Ridley Scott, c'est pas une qualité, mais quand même, il faut le dire. Il a co-scénarisé Star Trek Into Darkness aussi avec Alex Kurtzman et Roberto Orci, et là par contre c'est une énorme qualité, mais j'en ai parlé assez dans mon podcast, je vous conseille d'aller voir. Et bien sûr, il a co-scénarisé aussi À la poursuite de demain de Brad Bird, et c'est carrément très bien, co-scénarisé avec Brad Bird et Jeff Jensen. Donc voilà, c'est un scénariste qui a au cinéma plutôt le vent en poupe, et ça marche plutôt bien pour lui. Il a aussi scénarisé à la télévision la série Nash Bridges avec Don Johnson à l'époque. Et oui, et Don Johnson qu'on retrouve dans quoi? Watchmen, comme c'est surprenant. Comme le monde est petit. Il a aussi scénarisé à la télévision surtout Lost, Les Disparus, la fameuse série qui a réinventé le principe du cliffhanger. On avait du cliffhanger à tous les niveaux, les gens étaient en PLS de 2004 à 2010 avec tous les cliffhangers que mettait la série. 24 épisodes par saison qui avaient quasiment un cliffhanger par épisode. Donc, franchement, là, il y a un talent fou, je sais pas comment le mec a fait, mais bon, peu importe. C'est lui avec J.J. Abrams et toute son équipe qui ont relancé cette grande mode du cliffhanger. On finit sur un « Qu'est-ce qui va se passer ?» La suite la semaine prochaine. Et ça a rendu les gens fous pendant 6 ans. C'est une série qui est beaucoup critiquée, que je n'ai pas regardée, honnêtement, j'ai jamais accroché. Mais beaucoup de gens l'ont critiqué, et j'ai découvert dernièrement sur Internet beaucoup de vidéos de gens qui expliquent la série et qui sont en train de la réhabiliter en expliquant en détail tous ces cliffhangers que beaucoup de gens m'ont vendu en disant il y a plein de cliffhangers et la série n'y répond jamais. En fait, il y a des gens sur Internet, aussi bien en anglais qu'en français, qui ont fait des vidéos d'explication visiblement détaillées, que je n'ai pas regardées, que je n'ai pas détaillées, mais qui dévient complètement toutes ces critiques en expliquant que la série répond vraiment à toutes ces questions-là, que tous les éléments y sont, et que pour ce qui manquait à peine, il manquait quelques éléments. Il y a même eu des webisodes entre la saison 4 et la saison 5, si je dis pas de bêtises, de Lost, puisqu'il y a eu 6 saisons, qui ont grosso modo comblé certains trous. Mais la série répondrait en fait à toutes les questions
que beaucoup de fans ont posée. Après, la question de savoir si la fin est décevante ou que c'est un peu une tarte à la crème, là aussi, il y a pas mal de gens qui sont en train de réhabiliter la série en expliquant que, tout simplement, c'était prévisible et que la série n'a jamais menti sur son identité. Quoi qu'il en soit, notre ami, notre série Lost est donc à une sorte de vent en poupe comme ça de réhabilitation qui serait a priori en train de la faire revenir un peu en grâce. Quoi qu'il en soit, Damon Lindelof était le scénariste de cette série qui a été un énorme succès. Il a ensuite scénarisé The Leftovers, dont je vous ai parlé un petit peu avant. Je ne dirai rien dessus, j'en parlerai certainement dans un podcast un jour, mais qui a fait 3 saisons et qui, paraît-il, est très très bonne jusqu'à la fin. J'ai vu que la saison 1 est vachement bien. Très complexe, très humaine, très dense, très bien écrit, vraiment impressionnante. Avant donc de devenir pour la première fois le showrunner d'une série, c'est-à-dire celle de Watchmen. Si je ne dis pas de bêtises, il n'était pas showrunner sur The Leftovers, il était co-créateur. Là, sur Watchmen, il est carrément le showrunner, donc la personne qui gère le truc en entier. Donc, comme je disais, il a scénarisé de très bonnes choses, ou plutôt il a scénarisé des choses qui ont eu énormément de succès, comme Lost, dont je viens de vous parler. Il a scénarisé des choses beaucoup plus moyennes, comme Prometheus. Alors là, c'est pas cool d'avoir son nom comme scénariste à coller à ce film-là, que les choses soient claires. Et de choses vraiment bonnes, comme À la poursuite de demain, et de choses excellentes, comme The Leftovers. Donc, il a fait un peu de tout, le garçon. Qu'en est-il donc de Vachman Qu'en est-il des garçons vachés? Eh ben, on va voir ça, on va pitcher, il n'y a pas de raison. Sur une Terre où les héros masqués sont actifs depuis les années 40, et où une attaque extraterrestre a dévasté les grandes capitales du monde en 1985, de nos jours, en 2019, l'Oklahoma a dû radicaliser sa guerre contre le crime. Après la Nuit Blanche, une attaque de la 7e cavalerie, un groupement extrémiste blanc, qui avait tué des policiers et leurs familles chez eux, une loi est mise en place permettant aux policiers de travailler masqués, tels des super-héros, pour préserver leur anonymat. Mais alors que la guerre contre la 7e cavalerie s'intensifie, cette dernière prédit une apocalypse blanche pour bientôt. Et déjà, les premières victimes chez les policiers recommencent à tomber. Alors, on va être clair, Watchmen est une série HBO. HBO, c'est quoi? C'est la fameuse Home Box Office, la chaîne qui est notamment la grande pourvoyeuse de pay-per-view en match de boxe, mais qui a aussi fait de son style depuis la renaissance des séries télé, de faire des séries télé du niveau de cinéma. Ça a commencé avec The Sopranos, avec Oz, 2 séries que je vous conseille de regarder du début à la fin. Ça a vieilli, mais ça reste waouh. Si vous voulez d'ailleurs que je fasse des épisodes sur les saisons de ces séries-là, ce sera avec grand plaisir. C'est vraiment des séries que j'aime beaucoup. Dites-le moi, parce que ça me demande du taf, mais j'aimerais vraiment le faire. Donc si ça vous branche, je veux bien faire un podcast sur les saisons de Oz, sur les saisons de The Sopranos, parce que c'est excellent. C'est vraiment des séries très 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 intéressantes. Et avec 20 ans de recul, je serais curieux de voir un peu à quoi ça ressemble maintenant. Parce que Oz a pas duré très longtemps, je crois qu'il y a 3 ou 4 saisons. The Sopranos a fait 6 saisons, mais a mis un peu de temps. Il y a eu la fameuse grève des scénaristes entre-temps, donc ça a fini un peu en queue de poisson. Puis il y a certains acteurs qui sont morts entre-temps, ou une actrice qui est morte entre-temps, donc ça a été un peu compliqué. Enfin bref, tout ça c'est HBO, évidemment Game of Thrones, mais Boardwalk Empire, il faut vraiment que je vous fasse un podcast sur cette série incroyable à l'occasion. Deadwood, exceptionnel aussi, qui a enfin été fini dernièrement. Il faudrait que je voie la fameuse conclusion qu'ils ont fait 10 ans après la fin de la série. Vous voyez, il y a toute une histoire à raconter. Six Feet Under, etc., etc. Que de séries très intéressantes produites par HBO. HBO, c'est simple, c'est de la haute qualité de production. Décors, effets spéciaux, qualité d'image, c'est vraiment du cinoche. C'est du cinoche à la télé, c'est du très très haut niveau. L'écriture est singulière et tranchée. La durée des épisodes est variable selon le style de ce qu'il y a à raconter. Les sujets sont vastes. Les personnages sont complexes et denses, le nombre d'épisodes correspond à l'histoire si nécessaire, ici par exemple pour Watchmen il y en a 9, bref c'est une chaîne qui n'a pas peur de singulariser et qui veut singulariser ses séries phares, qui met les moyens, c'est souvent les séries les plus chères de la télévision, tout simplement, même avec l'arrivée de Netflix et des concurrents d'internet, HBO reste le roi des séries qui coûtent du pognon, mais en même temps avec un succès qu'on peut juste pas leur enlever, quoi. Voilà, c'est impressionnant de se dire que ça a commencé avec The Sopranos déjà il y a 20 ans, et là Game of Thrones, ça nous a tous mis un coup de pied au cul jusqu'en 2019, au niveau audimat, au niveau réussite financière, exceptionnel. Faire une série HBO pour un acteur, c'est quasiment la carte assurée vers le cinéma, et vers une carrière, en général, plutôt bien costaud. Je vous renvoie à James Gandolfini dans The Sopranos, comment il s'appelle, Michael C. Hall, qu'est-ce que j'allais dire, Dexter, c'était sur Showtime. Bon bref, les grosses séries comme ça, ça a permis à plein d'acteurs de se lancer, d'avoir des grosses carrières derrière, bref. Ou au moins de tenter l'expérience cinéma. Donc dire que Watchmen est une série HBO, c'est vraiment dire que c'est une série high level, c'est du haut niveau là. Là on tape vraiment haut. Les thèmes de la série sont
le racisme aux États-Unis, c'est le thème central dans cette saison, et c'est juste un sujet que la série montre de manière passionnante. La série tord volontairement la source, donc la BD, change le background de certains personnages, fait disparaître certains persos importants de la BD et surtout du film, j'en parlerai dans la partie spoiler, mais je trouve qu'elle traite vraiment bien ces personnages, que ce soit des anciens personnages de la BD ou des nouveaux. Je vais commencer un petit peu à développer. Grosso modo, dans l'histoire, on a plusieurs personnages principaux, on a notamment Sister Night, qui est une flic qui donc s'est devenue masquée en Oklahoma. Son personnage de super-héros s'appelle Sister Night, et elle a vécu la fameuse nuit blanche où ils se sont fait agresser par la 7e cavalerie. Elle s'est fait tirer dessus par un dégât de la 7e cavalerie, et elle s'en est sortie par miracle, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi, là où ses collègues se sont fait tuer, tout ça. Donc elle a vécu ce traumatisme, elle en est revenue, et la série commence vraiment sur la gestion de ce traumatisme. Looking Glass, le miroir, lui c'est un personnage qui a un masque qui ressemble à un miroir, il a une sorte de salle d'interrogatoire, c'est assez passionnant, je vous laisse découvrir sans trop spoiler, et il a vécu un traumatisme terrible, avec la fameuse attaque extraterrestre de 85, et on voit comment il le gère. L'épisode sur lui est juste passionnant, c'est vraiment très réussi. Ça c'est pour les nouveaux personnages, et on a dans les personnages qui revient Laurie Blake, qui était Loris Jupejic, alias le Spectre Soyeux, oui je sais, c'était vraiment son nom, The Silk Spectre dans la BD Watchmen, et qui était donc la petite copine du Dr Manhattan, je vais en parler après. Et qui devenait petit à petit au fur et à mesure de l'histoire, je spoil à peine, la copine du hibou, de Whole Man. Je vous laisse aller voir la BD, je veux pas trop spoiler, qui revient là dans une version qui a pris tout simplement 30 ans. Elle est devenue agent du FBI, et je trouve que l'épisode qui tourne autour d'elle est assez génial, notamment dans sa relation Dr Manhattan, qui lui est sur Mars. Je vais vous parler de Dr Manhattan après. On retrouve Adrian Veidt, sous les traits de Jeremy Irons, et Jeremy Irons c'est très bon. Adrian Veidt c'était un cerveau, l'homme le plus intelligent du monde, qui avait une place centrale dans la recherche du problème qu'ils avaient dans la BD Watchmen, et je ne vais pas spoiler quoi que ce soit. Personnage intéressant puisque c'est l'homme le plus intelligent du monde, et on voit qu'il a tout développé, il est devenu milliardaire, il a tout développé, toute son entreprise avec des principes de éco-responsable, envoyez le genre quoi. Il a vraiment tout devancé, Alan Moore avait tout devancé de ce qu'on voit arriver aujourd'hui avec des mecs, je caricature à peine, comme Elon Musk, même si c'est pas vraiment le même genre, mais c'est dans l'idée, on est quelque chose de très cousin. Et Adrian Veidt, on pousse un peu plus loin le truc, puisqu'il a carrément développé un livre de développement physique pour que tout le monde puisse être au top du top physique et intellectuel. Donc c'est devenu un mec juste parfait, entre guillemets. Et en parallèle de ça, il a des plans pour l'humanité, blablabla. Donc c'est un mec, il a compris comment faire pour mettre en danger, pas mettre en danger, mais s'opposer aux grands pouvoirs des énergies fossiles. Enfin bon, c'est un super-héros qui est devenu, en montant son entreprise, en sortant du crime, du combat contre le crime de rue, un super-héros, on va dire, au niveau néolibéral, je caricature à peine, quoi. Donc je vous laisse découvrir comment, c'est très intéressant dans la BD, et donc il revient sous les traits de Jeremy Irons, qui vit une situation assez étrange, où il vit dans une sorte de palais, de château, avec des gens qui le servent. Et je veux pas, c'est une situation juste étrange, ça crée vraiment des séquences d'épisodes, ça met bien 5-6 épisodes sur les 9 à expliquer le pourquoi du comment, mais c'est vraiment fun de le voir là, avec ces personnages qui sont petits oignons pour lui, puis on se dit mais qu'est-ce qu'ils foutent. Je vous laisse découvrir comment, c'est assez génial, c'est assez absurde, et ça marche très bien, ça contraste vraiment, on sait pas trop où on va avec ça, je trouve que ça donne beaucoup d'identité à la série. On a bien sûr l'héritage de Rorschach qui était un des personnages les plus violents de la BD, qui était une sorte de justicier de la rue vraiment, mais à l'ancienne quoi. Le mec, vous voyez le genre de gars qui il vous chope, vous avez fait un truc, il vous pète la gueule, il vous casse un truc quoi, au minimum, s'il vous bute pas littéralement. Donc vraiment le Batman, je veux dire des bas-fonds avec un masque qui a une sorte d'encre, je sais plus ce que c'était, qui bouge sans arrêt, qui ressemble donc aux fameux dessins, aux fameuses taches d'encre de Rorschach. Et c'était un personnage très important dans la BD, je veux pas vous expliquer pourquoi ni spoiler. Et là donc on voit son héritage, qu'est-ce qu'il a laissé après la BD et qu'est-ce que ça a donné. Et c'est passionnant aussi. Bref, il y a une vraie utilisation de qualité des nouveaux personnages aussi bien que des anciens là-dessus. Et à travers tout ça, traverse le sujet du racisme. On a aussi le retour d'un personnage fondateur qui était beaucoup plus en second plan dans la BD, qui s'appelle The Hooded Justice, la justice masquée, et qui revient là, et dont on découvre un peu l'histoire, et c'est excellent, c'est passionnant. Voilà, on a différents acteurs qui reviennent, je reviendrai un petit peu sur le cast après, mais grosso modo,
c'est vraiment le thème central du racisme est très bien inscrit dans l'ADN de la série, ce qui fait que le retour des différents personnages et les personnages qui restent ont vraiment de la qualité. J'ai des critiques à faire, mais je le ferai plutôt dans la partie spoiler, je veux pas vous priver de la qualité de la série. On a aussi cette idée excellente en termes de ton qu'un épisode est égal à une histoire. C'est un style narratif qui est très réussi et qui ressemble beaucoup à la BD, puisque dans la BD, chaque graphic novel, chaque chapitre était vraiment tenu à un personnage donné. Et c'est excellent, notamment l'épisode sur le Docteur Manhattan est très réussi, puisqu'on épouse les émotions de l'interlocuteur. Je parle là de la série, hein. L'épisode sur le Docteur Manhattan dans la série est excellent. D'ailleurs, on a, pour la petite parenthèse, chaque épisode a un titre différent, une manière dont le titre arrive qui est lié au personnage, et c'est assez génial. On voit notamment le Docteur Manhattan, je crois que son nom arrive sur une sorte de réveil, si je dis pas de bêtises. Bref, vous découvrirez, c'est très efficace, et ça donne vraiment une identité à chaque épisode. Alors le Docteur Manhattan, c'est qui? Le Docteur Manhattan, c'est un personnage qui dans la BD à la base, dans la BD d'origine, est un mec qui se fait, je vous passe les détails, qui va dans une sorte de centrifugeuse nucléaire, ou je sais plus exactement ce que c'est, se fait désintégrer et arrive à se reconstruire et devient une sorte de grand mec bleu dont les capacités sont illimitées. Il est capable de voler, de se téléporter, de tout démonter, de tout faire disparaître. Il devient une sorte de dieu, je caricature à peine. Grâce à lui, les États-Unis gagnent la guerre du Vietnam, c'est-à-dire que lui, il arrive à faire varier sa taille, sa masse, tout, donc il devient géant, il fait éclater des Viet Cong, et il fait gagner la guerre aux États-Unis et au Vietnam, et donc forcément, ça devient un personnage très très important, et à cause d'un événement de la BD, que je ne spoilerai pas, il s'exile sur Mars, et donc 30 ans plus tard, quand la série commence, la série télévisée commence, il est toujours sur Mars. Évidemment, on finit par aborder sa question, on finit par aborder son personnage, c'est un mec bleu tout grand, à poil, vous l'avez peut-être vu dans plein de dessins, bref, et il a le signe de l'atome sur le front. Je vous laisse découvrir dans la BD ou dans le film comment il se crée ce fameux insigne qui va avoir une importance aussi dans la série, donc je ne veux pas spoiler. Mais donc l'épisode dans la BD autour de lui était génial, et dans le film de Zack Snyder c'est quasiment la même chose, donc c'est un vrai bonheur, c'est absolument génial. Dans le film ils mettent la musique de Philip Glass derrière, c'est juste tellement juste par rapport au personnage, c'est un vrai bonheur. Puisque le Docteur Manhattan a une perception du temps, il est littéralement dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir, ni de présent, ni de passé, il vit les choses au moment X, en simultané. Et toute la série est construite là-dessus, c'est-à-dire que ce qu'on croit être des flashbacks ne le sont pas, il est en train de vivre les choses au moment où il vous en parle, et tous les éléments de sa vie ou de son existence sont liés les uns aux autres comme ça, en direct. Donc c'est comme si il faisait des sauts temporels qui sont en fait pour lui, son présent. Et le film jouait bien là-dessus, la BD jouait bien là-dessus, et la série le joue très très bien, l'épisode sur lui est excellent. Encore une fois, on épouse très très bien les émotions de son interlocuteur durant cet épisode. Je vous laisse découvrir, c'est extra. Et cette idée de faire un épisode, une histoire, non seulement ça colle à la BD, mais ça donne une très forte identité à la série. C'est excellent du premier au dernier épisode, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Je modère légèrement, je trouve le dernier épisode moins maîtrisé, mais je mettrai des bémols après. Ensuite, il y a aussi cette idée que la série est une uchronie. Comme je vous l'ai dit, avec l'arrivée d'un personnage comme Dr Manhattan a changé toute l'histoire des États-Unis, mais aussi comme il y avait déjà aussi des héros masqués avant, ça a aussi tout changé. Je vous laisse découvrir comment dans la BD, parce que le film la série aussi aborde cette question, notamment avec le personnage de la justice masquée, qui est en fait le premier justicier masqué, et je vous laisse découvrir comment. Je veux vraiment pas spoiler parce que c'est très intéressant. Le problème, je trouve, moi connaissant la BD, connaissant le film, j'ai pris un gros kiff à retrouver des éléments, retrouver les personnages, et ainsi de suite. Je trouve que la série met quand même un petit peu de temps à exposer son uchronie. Du coup, je trouve qu'au début, ça met comme 1 ou 2, 3, voire plus d'épisodes pour expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Et je trouve que c'est par moments, on nage un peu en plein mystère sur certains points. J'ai l'impression que si on connaît ni la BD ni le film, ça peut être par moments un petit peu fatigant. C'est pas toujours évident à comprendre au départ, je trouve. Mais tout finit par être expliqué au final, et de manière singulière et forte, franchement. Quand je dis singulière et forte, c'est que c'est une série HBO. Donc le sexe est cru, il y a du gore, c'est une série HBO, quoi. C'est adulte à 100%, et ça n'hésite pas à franchir des barrières aussi bien morales que visuelles. Donc on finit par savoir les choses. Il y a un détail notamment dans l'épisode sur Laurie Blake qui est juste clairement à mourir de rire, mais en même temps,
tellement juste par rapport au personnage, qui souffre visiblement, qui est extrêmement frustré. Ceux qui ont vu la série voient de quoi je parle. Je vais pas spoiler, mais c'est simplement pour dire que c'est quand la série finit par aborder, par reconstruire son passé, et donc les événements de la BD, il le fait très très bien, mais vraiment très très bien. Il y a une économie des effets spéciaux en même temps qui est très intelligente, et qui parce qu'ils arrivent quand même à avoir énormément d'impact sur la série. Ajouter à cette... Alors donc je modère un petit peu, cette uchronie peut être un peu fatigante, mais je vous dis, accrochez-vous, la série dure juste 9 épisodes, et tout est expliqué, je trouve. Il n'y a pas de trou dans le scénario, donc vous regretterez pas d'attendre, et comme chaque épisode est un petit film à lui tout seul, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de quoi se priver. Ensuite, au niveau de la musique, ils ont réussi, ils ont casté Trent Reznor et Atticus Ross, qui sont deux membres notamment du groupe Nine Inch Nails. Trent Reznor, bon, voilà, les gens qui connaissent Nine Inch Nails sont fans, donc je vais pas trop pérorer, mais c'est un extraordinaire compositeur de musique. Je vous conseille la musique de Nine Inch Nails, qui est très très intéressante, et il a notamment produit aussi, il a notamment fait la musique pour certains films de David Fincher. Je ne dis pas aussi c'est Atticus Ross sans lui, je ne sais plus. Je crois que c'est tous les deux qui ont fait aussi des musiques. Il a aussi produit de la musique pour Marilyn Manson, bref. Un sacré monsieur. Et là, donc, ils ont composé la musique. Et c'est excellent, c'est exactement ce qu'il fallait. Elle est inquiétante, profonde, lugubre, elle plane comme ça. Elle soutient parfaitement l'ambiance de la série, qui est une ambiance apocalyptique. On sent quelque chose de grave doit se produire dès les premières minutes. Et c'est beaucoup grâce à cette musique qui est juste excellente. C'est le genre de musique de série qu'on réécoute après avec grand plaisir. Ça aussi, petite parenthèse, mais c'est HBO style. Il n'y a vraiment pas beaucoup de génériques de séries de HBO que je trouve pas excellent. Je vous ai cité plusieurs séries avant. Le générique de Boardwalk Empire, qui est une sorte de guitare de rock'n'roll très enlevé, très agressif. C'est excellent sur le générique, où on voit Nucky Thompson devant la mer, une mer de bouteilles vides, parce que ça se passe pendant la Prohibition. Bon, je vous laisse découvrir ça, c'est excellent. Le générique de Sopranos est excellent. Get Yourself a Gun, c'est juste trop juste par rapport au personnage, c'est excellent, surtout quand tu suis un mec comme lui. Get Yourself a Gun, prends-toi un flingue parce que ça craint avec ce mec, et avec son univers à lui. Le générique de Oz est impeccable, avec ce côté noir, même si c'est une des vieilles séries, il y a un côté comme ça, clairement daté déjà quand la série était sortie, c'était clairement pour parler de ça rendait la série, ça antidatait la série, et je vous conseille pour ça de voir aussi le générique. Bref, le générique de Six Feet Under, bref. On rentre dans la grande tradition des excellents génériques et des excellentes musiques des séries HBO. Le casting est globalement bon, vraiment. Jeremy Irons en Adrian Veidt, c'est une adaptation très singulière d'Adrian Veidt, c'est un peu un vieux acariâtre, je caricature, très intelligent mais un peu acariâtre. J'ai des critiques à faire là-dessus, mais je le ferai plutôt dans la partie spoiler. Mais il est très bon. Louis Gossett Jr., excellent dans son rôle de vieux en chaise roulante, vous verrez, il a un rôle très sympathique, très intéressant. Jean Smart, qui joue Laurie Blake, est vraiment très bien. J'aime beaucoup l'épisode autour d'elle. C'est un personnage passionnant et assez profond, assez complexe, qui fait en plus un très bon lien entre la BD, qui est donc la première partie, et la série. C'est vraiment excellent. Tim Blake Nelson, qui joue le personnage du miroir, est juste excellent, puisque comme les flics sont supposés avoir des couvertures, ils sont supposés avoir un job à côté, lui il est consultant pour, grosso modo, consultant pour de la communication. Donc on lui demande de voir par exemple des pubs pour que la fameuse catastrophe a eu lieu à New York à l'époque, et ils font des pubs pour essayer de faire revenir vivre les gens à New York, et on voit ce qu'il en pense et comment il désamorce ça, notamment, et d'autres choses, des parfums et tout. Donc on lui demande son avis, il voit des public tests réagir, ensuite il donne son analyse, puisque visiblement c'est un spécialiste du comportement, et il est excellent, je trouve Tim Blake Nelson complètement crédible, et face à son traumatisme aussi, il est très très beau, c'est un très très beau rôle. Le personnage de Miroir est vraiment une très belle réussite, c'est un des nouveaux personnages que j'aime le plus de cette nouvelle série. Yahya Abdul-Mateen dans le rôle de Cal, le petit ami du personnage de Sister Night, qui est très bon, et je vous laisse découvrir pourquoi, mais je trouve qu'il fait vraiment très bien le taf. Il y a Regina King qui joue le rôle de Angela, donc de Sister Night, et qui porte bien la série, je trouve qu'elle fait du très bon taf du début à la fin. Et Eden Johnson qui a un rôle entre guillemets plus secondaire dans le rôle du chef Crawford, mais il est très bien, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté dans la série, et on voit qu'ils ont déjà bossé ensemble avec mon copain Damon Lindelof à l'époque de Nash Bridges, et qui se connaissent très bien, et il fait très bien le taf. Bref, je vais faire une petite conclusion pour cette partie sans spoiler, oui, et puis ensuite on attaquera la partie spoiler, où il y a de la matière, C'est donc une série à voir sans connaître la BD ou le film, aucun problème. Le sujet est traité de manière fine et intéressante. Je trouve tous les sujets d'ailleurs, la ségrégation des Noirs, c'est excellent, c'est particulièrement violent, mais c'est particulièrement juste. Les traumatismes des attentats notamment, on peut s'empêcher de penser au 11 septembre, on est 20 ans après quasiment,
et je trouve que c'est toujours très juste. On voit des Américains et des gens dans le monde entier avoir des relations par rapport à ça. Les attentats se sont multipliés dans le monde entier, je trouve que c'est un sujet qui parle de plus en plus au plus grand nombre. Le sujet de la vie des héros masqués, mis dans un contexte hyper réaliste, c'est excellent, c'est parfaitement abordé, parce qu'il faut pas se leurrer. Quand on choisit de mettre un masque pour aller tabasser des gens dans la rue, on veut peut-être faire la justice, mais on a aussi des soucis et des choses à régler, hein, faut quand même pas non plus mentir, et c'est très très bien traité. La préscience, notamment chez un être humain, dans le personnage de Dr Manhattan, comme je vous ai dit, puisqu'il voit son passé, son présent, son futur constamment en simultané, c'est très intéressant, ça pose des questions très intéressantes. Pourquoi on ne peut pas dévier de sa marche? Parce que l'esprit humain, à mon avis, quand il est confronté à une préscience, il est obligé de faire ce qui est prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très très intéressant, ça rend le personnage très complexe et forcément dramatique. Je trouve que l'épisode sur lui notamment est passionnant. Je ne veux pas spoiler. Certains sujets sont, malgré tout, il faut le dire, il y a quand même certains défauts, sont un peu survolés. Il y a notamment des sujets comme le transhumanisme, le clonage, la téléportation. Grosso modo, pour faire court, la partie fantastique est un peu une clé scénaristique pour labyrinther et rendre, je caricature, mais originaliser la narration. Donc c'est un peu léger à cet endroit-là. Il y a pas mal d'éléments fantastiques où vous allez être un petit peu en mode... je caricature, mais à un moment donné, il y a un éléphant. Il faudra quand même qu'on m'explique l'intérêt de ce truc. Vraiment, très honnêtement. Hein. Mais ça, mis à part... je trouve que ça marche, c'est des clés scénaristiques au final, je trouve pas que ce soit le plus important, et ça reste comme dans la BD, je trouve de Alan Moore, le fantastique sert d'abord tout à réfléchir à notre société actuelle, et même si c'est pas très cohérent, même si ça a tendance à être un peu moyen, ça marche quand même très très bien. La musique et cette ambiance de fin du monde est réussie, en fait pour être clair c'est une très belle suite, de la BD, en quelque sorte, oui, de la BD. Et c'est ça peut-être l'idée la plus étrange de mon point de vue. Pourquoi ils n'ont pas fait une suite du film ? Peut-être parce que Zack Snyder a dit non et que c'est lui qui a les droits exclusifs du film, je peux entendre. On va développer ça dans la partie spoiler, mais je trouve qu'ils se sont un peu compliqué la vie à faire la suite de la BD. Je pense que ça aurait été bien plus simple de faire la suite. Ça aurait été meilleur par rapport au choix scénaristique final, dont je parlais un peu dans la partie spoiler, d'avoir fait la suite du film. Mais je vais en parler dans la partie spoiler, tout ça. Donc du coup, ça fait une conclusion un peu en deçà. Quand même, je trouve quand même la BD, je trouve quand même le film meilleur, plus fort sur pas mal de points importants. Juste un peu en deçà la série. Je vous expliquerai ça en partie spoiler. Mais malgré tout, c'est une série à voir, parce que c'est une série de bonne qualité de HBO. Donc ça veut dire vraiment... je pense que cette série donnera probablement envie de voir le film et de lire la BD, et rien que pour ça, c'est une excellente série. Mais c'est déjà une très 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 bonne série. On est vraiment dans le haut du panier des séries actuelles. Donc si vous êtes capable de vous taper des séries un peu plus moyennes qu'il y a eu dernièrement, vous pouvez largement vous envoyer cette série Watchmen, vous ne le regretterez pas. Je vais m'arrêter là pour la partie sans spoiler, et encore une fois, si vous n'avez pas vu le film ni la BD, ne me suivez pas dans la partie spoiler. Découvrez d'abord la BD, découvrez d'abord les films, découvrez d'abord la série, ce serait beaucoup plus sympa, je pense. Si vous voulez pas lire la BD, ce que je peux comprendre, le film dure 2h40, donc préparez-vous une bonne soirée, mais il est excellent, donc vous ne regretterez pas, et ça vous aidera à suivre beaucoup la série, et au moins les éléments de la BD que vous ne pouvez pas, vous pouvez aller le voir sur Wikipédia, mais le mieux quand même, c'est de mater la BD, de lire la BD qui est excellente, mater le film et mater la série après, c'est encore plus top. Mais bon, la série toute seule fonctionne, je pense, et vous pouvez largement la regarder si vous voulez pas vous casser la tête à faire tout ce chemin du combattant. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez pas passer la partie spoiler, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker la totale, vous me laissez des messages et tout, on se connaît, hein, on s'aime beaucoup les amis. Et puis... on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de À Chaud. Les autres, on va attaquer la partie spoiler, les copains, hein, les fanatiques qui ont vu la BD, qui ont vu le film, qui ont vu les différentes versions du film, puisqu'il y a une version carrément de 3h40 du film que vous avez bien sûr regardé comme moi, hein, bande de fous. Bref, donc on va passer à la partie spoiler. Donc nous voilà dans cette partie spoiler. Alors pour mémoire, je vais spoiler salement la BD et le film. S'il vous plaît, si vous n'avez pas vu la BD et le film, quittez-moi et revenez. Revenez, s'il vous plaît. Bon, bref, tout ça pour dire. Franchement, lisez la BD, regardez au moins le film, enfin, faites les deux, et ensuite revenez. Et bien sûr, évidemment, matez la série, je pense que c'est mieux, très honnêtement, parce que là, je vais quand même spoiler, c'est fort, et il y a des bons twists, c'est quand même bien foutu globalement, donc ce serait encore une fois dommage. Maintenant, vous êtes responsables, vous êtes des grandes personnes, comme on dit. Allons-y donc. Alors pour mémoire, je vais juste rappeler les grandes différences entre la BD et le film. Je parle pas encore de la série, on va y venir. Alors dans la BD, le plan...
Puisque vous avez lu la BD et le film, je ne fais que rappeler des choses que vous connaissez déjà. Le plan d'Ozymandias, c'est clair. Il s'agit pour lui de créer une fausse attaque extraterrestre afin de neutraliser la montée de tension entre le bloc Est et le bloc Ouest au milieu des années 80, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une uchronie et tout à toi. Vous vous rappelez du contexte, hein, comment dire, URSS contre Amérique. Et donc, dans la BD, il crée une sorte d'attaque avec une onde mentale qui va créer de la peur chez les gens, avec une créature qu'il a fait créer par des, des botanistes et des gens qui travaillent sur les mutations, tout ça, pour faire croire que c'est des grosses créatures tentaculaires qui, dans leur arrivée sur Terre par cet effet de téléportation, vont finalement se tuer, grosso modo s'auto-tuer en arrivant, mais en même temps détruire avec une sorte d'onde de choc toutes les grandes capitales de la planète. Alors que, donc c'est pas mal tiré par les cheveux, il y a toute une enquête notamment dans la BD autour de flics qui sont en train de chercher des infos, de Rorschach qui finit par trouver des éléments, du comédien aussi qui finissent tous par trouver des éléments divers, ce qui permet de reconstruire un peu la machination de Adrian Veidt, de Ozymandias. Et c'est finalement le comédien qui est le premier à apprendre ce plan complètement dingue, qui rend compte qu'il est tellement choqué par le fait que ça risque de fonctionner et que Ozymandias va le faire, il peut pas s'y opposer, que voilà, il pète les plombs. Même il y a une très belle séquence dans le film et tout ça dans la BD aussi, enfin où il pleure, il va chez un de ses anciens ennemis parce qu'il a plus personne à qui parler de ce truc. Bon bref, c'est une très belle séquence, mais tout ça pour dire le plan grosso modo c'est ça. Et dans le film, c'est réduit et simplifié au fait que, grosso modo, Ozymandias travaille avec Dr Manhattan sur différents projets pour créer une énergie renouvelable, non polluante et tout ça, aller vers le futur. Et c'est une très très bonne idée, je trouve. J'aime beaucoup plus cette idée-là, j'y crois beaucoup plus que celle de la BD. Et grosso modo, il utilise le pouvoir Dr Manhattan pour faire croire que le Dr Manhattan a attaqué le monde entier. Donc voilà, il y a déjà cette grosse différence entre le BD et le film. L'autre grosse différence, elle est un peu plus subtile, mais elle est vers la fin, c'est-à-dire que le personnage, c'est autour du personnage du nouveau hibou, puisque vous savez dans la BD, si vous avez lu le film, qu'il y avait un ancien mec qui faisait partie des Minutemen qu'on voit dans la série, et qui était de Allman, et plus tard il y a un jeune gars qui a repris le costume de Allman, adoubé par l'ancien d'ailleurs, le jeune s'appelle Dan Dreiberg, et dans la BD, il était présenté comme un héros, machin, un mec qui veut faire le bien, mais à la fin, quand Ozymandias lui apprend le plan qu'il va mettre en place, bah tout simplement il est pas plus intelligent que ça, c'est juste un mec qui fait des belles inventions, mais c'est pas un grand super-héros avec une morale complètement indépassable. Quand il se rend compte que le plan de Ozymandias a marché et que tous les pays du monde disent écoutez, il faut qu'on fasse la paix pour combattre l'invasion extraterrestre et tout ça, il constate que ça a marché et il est obligé de le constater, ils sont arrivés trop tard. Ozymandias les a eus. Et donc il est un peu penaud, il accepte de perdre, alors que Rorschach dit en face non, jamais de compromission même en face de la fin du monde, donc je vais aller dénoncer votre truc, machin. Et donc derrière, Dr Manhattan le rejoint en dehors et dit écoute, le plan de Ozymandias, t'en penses ce que tu veux, mais ça a marché. Donc tu peux pas aller dénoncer ce plan, tu vas juste ramener de nouveau la Terre et les êtres humains au bord de l'extinction en dénonçant la vérité. Rorschach refuse et lui dit de toute façon, je serai qu'un cadavre de plus, je peux pas me battre contre toi, t'es trop fort, donc si tu veux me tuer, t'as qu'à le faire. Et en fait, grosso modo, Dr Manhattan le tue. Là où dans la version de Snyder du film, c'est très différent. Quand Rorschach sort, il est suivi tout de suite par Allman, Dan Dreiberg, qui lui dit écoute, faut pas que tu fasses ça, ça va... on est arrivé trop tard, c'est pas grave. Et lui, il dit la même chose que dans la BD, non, pas de compromission. Dr Manhattan les rejoint et le fait éclater. Et là, par contre, on a Allman qui fait non, machin, qui crie en mode... Il est vraiment choqué par ce qui vient d'arriver. Il retourne à l'intérieur de la pyramide, il retrouve... Ozymandias, et en le voyant, il lui saute dessus, il lui casse la gueule, il lui dit bats-toi, machin. Et là, t'as Ozymandias qui lui dit grosso modo, c'est trop tard, je vais voir tous ces gens qui sont morts, je vais passer des années à penser à leur visage et tout ça, machin. Donc il a quelque chose encore de pieux derrière. Et Dan Dreiberg, Allman, a vraiment la conclusion morale du film envers Ozymandias en lui disant t'as créé une paix qui est fausse et qui est mutilée, ça marchera jamais parce que ça ne marchera jamais sur le court ou le moyen terme parce que c'est basé sur un mensonge beaucoup trop horrible. Grosso modo, il lui dit voilà, ta paix, c'est la pire des paix possibles. Et je sais que beaucoup de gens ont détesté ça en disant que c'était une manière de rendre le film très moral, mais moi je suis pas d'accord du tout. Je vais être clair là-dessus, je fais une toute petite parenthèse. Au contraire, là je trouve que Snyder pointe un truc très intéressant. Il dit votre vision c'est la paix qu'on nous propose actuellement. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, nos différents pays ont des puissances de frappe militaire tellement fortes que les pays qui s'opposent à nous,
on les étouffe, on les fait disparaître avec de la police politique et plein de choses comme ça. Il faut bien comprendre que l'Occident contrôle l'Afrique, l'Amérique du Sud, tous les pays moins riches qu'eux, avec des entourloupes de ce genre, que ce soit la guerre ou autre. Et les États-Unis, c'est le pays qui le fait de la manière la plus frontale, parce que pendant quasiment 70 ans, ils ont eu la première puissance mondiale militaire. Donc, c'est ce type de paix qu'on fait. Il faut bien comprendre que c'est un commentaire sur la réalité, cette phase-là. Donc je comprends qu'elle ait pu décevoir parce qu'elle était très différente du livre, mais elle dit aussi quelque chose de très intéressant sur la fausse paix qu'on a actuellement. Parce que... Enfin, hashtag j'enfonce des portes, hein. Oui, j'avais pas fait d'hashtag aujourd'hui, c'était quand même... Ça aurait été dommage de passer à côté. La fausse... J'espère qu'on est tous bien d'accord sur le fait que la paix qu'on a actuellement dans le monde, elle est basée sur une drôle de paix. Je suis content qu'on vive en paix, je me plains pas d'être né en Occident, il faut bien m'entendre, et d'avoir ce luxe-là, mais il faut admettre qu'on a fait des choses, que nos aïeux ont fait des choses très sales, que notre pays, la France et d'autres pays font des choses très sales pour rester dans une position économique favorable. Et on peut se raconter ce qu'on veut, on peut dire oui, non mais on a une certaine morale, les autres pays sont pas forcément prêts à ça, machin truc. Je sais qu'il y a beaucoup d'arguments hashtag insérer arguments de droite économique ou de droite racisée, hein, éclatez-vous. Mais c'est juste une réalité de ce qu'a, je trouve, très bien pointé Zack Snyder avec ce choix d'écriture. Donc voilà, tout ça pour dire, on a de vraies différences entre le film et la BD déjà, qui sont profondes, hein, c'est des vraies différences de sens. Et du coup, la série, qui est la suite, non pas du film, mais de la bande dessinée. Je tenais à pointer ces différences parce que elles ont une importance dans ce que je vais aborder. Alors déjà, d'une certaine manière, j'ai envie de dire que pour mesurer la série rétropédale un peu, mais je vais aborder les choses point par point. On va déjà prendre le rôle du hibou, de Dan Draper, donc. Il est juste absent de la série, ce qui pour moi n'est pas tenable. Il est juste trop important pour être juste écarté de l'histoire. En grosso modo, on nous dit qu'il est en prison parce qu'il a choisi d'y être. Grosso modo, on comprend que Laurie et lui ont continué d'avoir des activités de justicier, qu'à un moment donné, le FBI les a attrapés et que Laurie elle a fait un deal pour pas aller en prison, et lui, il a choisi d'y aller. Je trouve ça non seulement un peu rapide, un peu facile, mais en plus, ça ne correspond pas au personnage. C'est-à-dire que si ça correspondait... J'aurais préféré qu'il se fasse tuer en essayant de sauver Laurie de l'attaque du FBI et que ça la fasse changer d'une certaine manière ou d'une autre, qu'elle puisse lui en vouloir. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment des choses à faire que j'aurais trouvé plus intéressantes, qui auraient expliqué aussi son retour vers Dr Manhattan, qui est dans la BD... encore une fois, si on prend les éléments de la BD, je spoil un peu tout, je suis désolé, du film aussi, à la fin, elle aime plus Dr Manhattan, elle est vraiment avec Dan, parce que Dr Manhattan, elle n'arrive pas à s'en rapprocher, elles se sont loin de lui. Donc le fait que le Dr Manhattan lui manque à ce point-là dans la série est difficilement explicable. Et je trouve que ça si on prend vraiment la BD comme source, là c'est une des réalités tordues, je trouve, pour la série, qui fait du bien à l'épisode basé sur Laurie, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4, qui est vachement intéressant, mais qui rend un peu la BD absurde. Il y a un moment donné où c'est une suite, mais une suite qui trahit un peu le sujet de départ, le matériau de départ, c'est quand même problématique. Ou alors ils auraient carrément dû faire une adaptation de la BD au départ, puis cette saison-là, pour pouvoir justifier de leur variation. Voilà, on a fait une autre adaptation. En l'état, c'est pas cohérent. Dan, c'était un mec intelligent qui a, pour vous donner juste une comparaison, il y a donc une loi qui sort dans les années 70 et qui interdit les masques, les héros masqués, et Dan il arrête, il met son masque de côté, il dit voilà, c'est la loi, j'arrête, je veux pas aller en prison ou finir comme Rorschach pour se chasser par la police, c'était pas le but de mon action de justicier masqué, il arrête purement et simplement, et il reprend vraiment que parce que Laurie l'incite et qu'il sait qu'il va mieux comme ça, mais aussi parce que c'est le moment de sauver le monde et qu'il le sait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est très pieux. Et en même temps, on comprend très bien à la fin, et là, dans ce sens-là, la fin de la BD est beaucoup plus logique, on les voit plus tard, ils ont vieilli, Dan, il s'est carrément teint en blond et tout ça pour retourner incognito, et c'est terminé les histoires de super-héros. Dans le film, ils font l'inverse, parce que Dan s'oppose à la philosophie d'Ozymandias. Donc c'est logique qu'il reste All-Man, et qu'il reste un super-héros, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à défaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a vraiment, et il sait que ça va pas marcher le rêve d'Ozymandias, et qu'il va falloir à un moment donné remettre les mains dans le cambouis, donc c'est beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire que je ferme la parenthèse sur le film, mais dans le fait que là, ils se font attraper par le FBI, et que lui dise, déjà qu'ils aient continué à être des super-héros, pourquoi faire ? Je comprends pas.
puisqu'ils avaient... Techniquement, Ozymandias leur a prouvé, et ils ont accepté tous les deux, le soir même où l'attentat est arrivé, perpétré par Ozymandias, que c'était la meilleure solution et que le monde allait être en paix grâce à ça. Donc, et comme de toute façon les super-héros masqués étaient interdits, je sais pas pourquoi ils auraient continué. Et même s'ils ont continué en se disant écoute, on a envie de kiffer, on aime faire ça et ainsi de suite, et dans l'éventualité où il se serait fait attraper, je ne vois pas Dan être assez stupide pour dire écoute, moi Laurie arrête, j'aime Laurie mais je m'en fous, je vais aller à l'encontre d'elle. Après la BD, encore une fois, ce n'est pas cohérent. C'est mal amené, c'est mal traité, c'est incohérent vis-à-vis de la BD qui est la source, encore une fois. Pour moi, c'est le seul vrai ratage de la série, ça, hein, la non-présence de Dan Dreiberg. Et ça a été finalement justifié par l'auteur, par Damon Lindelof, en disant on avait trop de personnages anciens et ça commençait à déséquilibrer la série. Bah non. Bah, dans ce cas-là, où tu réécris clairement la première partie, et tu le dis et tu l'assumes complètement, tu refais carrément une partie de la BD dans la série, et tu dis ça s'est passé comme ça et pas comme si, et là je suis d'accord, ou alors, et du coup tu es obligé de caster Allman et lui donner une présence, parce qu'il est juste trop important dans la première partie pour disparaître comme ça, ou clairement, tu fais une version alternative ou alors tu reprends clairement la suite et tu assumes le personnage. Bref, ça c'est un vrai ratage de la série, hein. Pour peu qu'on ait suivi la BD, je trouve franchement que ça choque. Et c'est dommage parce que ça enlève beaucoup de qualité à la série. À partir du moment où on a vu le BD et qu'on aime bien la BD, la série devient problématique. Et franchement, c'est vraiment dommage. Je comprends pas pourquoi Damon Lindelof a reculé là-dessus. Qu'est-ce qu'on s'en fichait d'avoir 10 épisodes au lieu de 9 ou 11 pour pouvoir introduire un personnage aussi intéressant que Dan Dreiberg, qui est vraiment très intéressant. Et comme c'est un des rares super-héros de la BD à avoir vécu pendant longtemps dans le rêve de l'American Way of Life, voir l'Amérique post-attentat sombrer dans une forme de racisation de la police et des truands, c'est excellent. C'est une super idée et je vois pas en quoi le personnage n'aurait pas eu sa place là-dedans. Presque plus que Laurie, qui plus est. 30 ans plus tard, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, sans compter qu'on retrouve des inventions de Dreiberg dans la police, ce qui veut dire qu'il a collaboré. Bref, pourquoi est-il absent ? Il y a aucune vraie cohérence là-dedans, je trouve, pour moi. Hein. Alors vous me dites si vous avez des infos là-dessus ou si je ratais quelque chose, mais je suis assez radical là-dessus pour l'instant, d'a priori. L'autre truc de ce que je voulais aborder dans cette partie spoiler, c'est Ozymandias. Puisqu'on est... Alors, dans la BD et finalement dans le film, Ozymandias, c'est un monstre parce que c'est l'homme le plus intelligent. Son devoir, c'est de sauver l'humanité contre l'humanité. Il a compris au bout d'un moment que le faire à petit niveau, et c'est le comédien qui lui fait comprendre ça dans une excellente scène d'ailleurs, qu'en faisant du combat de criminalité, il restait au niveau du bac à sable, et que c'était clairement le comédien qui avait raison, en devenant un outil de l'État américain. Là, il a fait des choses beaucoup plus importantes. Dans le film, on voit clairement dans l'Uchronie que c'est lui qui fait partie des mecs qui ont tiré sur JFK. Il a eu un vrai poids sur l'histoire, là où Ozymandias était en train de grosso modo se battre avec vouloir créer un système pour combattre la criminalité. Ça allait pas changer le fond du problème de l'humanité, qui était cette fameuse montée en puissance de la guerre nucléaire, qui allait probablement amener à l'arrivée de Dr Manhattan, allait clairement créer à un moment donné un holocauste, une apocalypse nucléaire pour le monde entier. Et c'est pour le coup, pour ça que c'est un monstre. C'est parce qu'il a compris que son seul rôle possible, son intelligence lui interdit de ne pas agir. Vous voyez le truc ? Et ça, c'est très intéressant, ça le rend inhumain, ça le rend... Toutes les phases d'émotion qu'il a aussi bien dans la BD que dans le... La seule émotion réelle qu'il a dans la BD et dans le film, c'est la même. C'est le moment où il dit grosso modo à Dr Manhattan, est-ce que tu penses que j'ai mal agi ? C'est tout. Ou quand il dit à Dan, c'est des moments similaires. Hein. Dans le film, il dit à Dan Dreiberg, je pense que... Pardon. Comment dire, grieve, je vais avoir de la... Enfin, je vais... Ah, même le terme me revient pas. Grosso modo, il va penser à tous les morts qu'il a fait, aux millions de morts sans arrêt, pour essayer d'aller au-delà, mais il sait pas s'il va y arriver. Et dans la BD, il dit la même chose. Il dit la même chose de Dr Manhattan. Il lui dit clairement, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce qu'à la fin, est-ce que c'est juste ce que j'ai fait ? Et le Dr Manhattan lui répond, c'est la seule chose qu'il peut lui répondre. Rien ne finit jamais. Parce que lui, sa perception du temps est constamment... vous voyez ce que je veux dire, en parallèle, donc c'est formidable, hein, ça fait partie des répliques de la BD qui sont juste exceptionnellement intelligentes. Mais tout ça pour dire, c'est un mec intelligent dont l'intelligence l'a amené à devenir un monstre inhumain, mais quelque part aussi le résultat pragmatique lui a donné raison, donc c'est aussi horrible, on est vraiment dans le serial killer qui, c'est même plus fort que ça, le psychopathe assassin qui arrive à une telle ampleur de certitude et dans les faits concrets que voilà... On peut aborrer la méthode, mais on peut pas nier la qualité du résultat. C'est ça qui fait du personnage quelque chose... Et quelque part
d'indispensable, mais en même temps d'inacceptable. Et je trouve que c'est ça qui fait que le personnage est très intéressant, que son intelligence est aussi prenante. Et là, la série fait un choix bizarre. Elle choisit de faire un Ozymandias qui est un vieil homme très intelligent, mais beaucoup plus émotif, voire même stupide par moments, puisqu'il arrive à se faire plus ou moins avoir. Alors quand il se fait avoir par sa fille qui est aussi intelligente que lui, pourquoi pas, sachant que l'intelligence se passe par l'ADN, bon, ça se discute, mais bon, imaginons. C'est un peu, comme je disais, la partie science-fiction du film de la série est pas tip-top, mais à la limite, pourquoi pas. Mais par contre, il se fait carrément arriver à la fin, il se prend un coup de clé à monette dans la tête et il va être arrêté et jugé. Ozymandias. Le mec qu'on voit clairement dans la BD éclaté de super-héros qui l'attaquent de dos par surprise. Ou dans le film, il leur met une branlée, il attrape les balles, le mec, tu l'as pas, quoi. Il y a que Dr Manhattan qui peut l'avoir, il le savait, et c'est pour ça qu'il l'a piégé. Et là, dans le film, il est plus là, Dr Manhattan. Donc techniquement, une fois qu'il s'est débarrassé de... J'ai oublié du nom du personnage de la chinoise, là, de la vietnamienne, pardon, de la fille de Dr Manhattan. Le coup de la clé à molette, moi j'étais sur le cul, je fais, c'est vraiment... Ils ont vraiment besoin, à un moment donné, de faire croire qu'il va être jugé pour ce qu'il a fait. C'est pas cohérent vis-à-vis de la BD, c'est une intelligence froide ce mec. Il a pas... Même en vieillissant, il va pas... Alors ça l'a peut-être rendu fou de rester 8 ans avec des clones et machin dans une sorte de paradis artificiel. Quoique je trouve déjà très bizarre qu'il a accepté d'y aller, sachant que c'est un pragmatique. Et que donc quelque part vivre au milieu des humains pour les préserver d'eux-mêmes, c'était un peu son rôle. Donc s'il envoie un message au président pour lui dire j'ai envie de participer et que le président ne lui répond pas, ça l'empêchait pas de le faire, il a monté toute cette machination tout seul. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a un truc comme ça qui est un peu vaseux, ils avaient besoin que Ozymandias soit pas trop là, et qu'il soit pas trop intelligent, sinon il allait encore dominer l'histoire. On sent vraiment quelque part Damon Lindelof à reculer en se disant je vais jamais réussir à coincer un mec aussi intelligent, on va pas y croire. Alors il y a quelques bonnes idées quand même, hein. Il se juge, notamment il y a la fameuse scène du procès où il se juge lui-même coupable, qui est une très belle séquence que j'aime beaucoup. Le rapport à la parentalité aussi, où il rejette sa fille, puis ensuite il l'appelle à l'aide et il se rend compte que tout simplement il découvre l'importance de ça. Mais c'est mal exploité. Encore une fois, Adrian Veidt de la BD est sans émotion, c'est un produit d'intelligence froide et pragmatique. Il a quasiment... On peut douter de toutes les preuves d'empathie qu'il montre dans la BD. C'est juste on a de la chance qu'il soit simplement devenu, que son intelligence se soit mise au service d'une cause entre guillemets noble, qui est de sauver l'humanité. Encore que croire qu'on peut sauver l'humanité à soi-même, à soi tout seul, c'est quand même quelque chose de sacrément dangereux, mais dans l'idée, ça rejoint simplement ce que je disais avant, hein, la fameuse paix dans laquelle on vit, et dont beaucoup de présidents, #Macron, se gargarisent de croire, en se disant, moi j'ai les clés pour garantir la paix, le bonheur des gens, machin, blablabla. Mais bon, ça correspond pas à la BD. Le choix de la série, grosso modo, est poussé quelque part par le désir de rendre Veidt imparfait, donc surprenable et arrêtable, pour qu'à la fin on se dise, bon, il sera jugé, c'est une bonne conclusion. À la fin, il va en prison, quoi. C'est vraiment moralement juste. Je peux comprendre l'idée, il a tué des millions de gens et tout ça, il mériterait d'être puni, mais c'est safe, quoi. Le film et surtout la BD était un coup de pied au cul à cet endroit-là. Grosso modo, l'idée c'était que nous, l'humanité, on est tellement autodestructeurs qu'une intelligence supérieure pourrait nous sauver au prix d'énormes sacrifices. Donc il y avait un côté, #dépression, hein, que les choses soient claires, c'était déprimant. Mais c'était fort comme message, c'était vraiment une manière de dire à nous de nous réveiller si on veut pas qu'à un moment donné on est ce genre de débiles qui prennent ce genre de décision pour nous. Et je trouvais ça très fort, et c'est le côté nihiliste, anarchiste de Alan Moore qui s'exprime, et que je trouve pour le coup très intéressant, et plutôt malheureusement crédible au jour d'aujourd'hui en 2019. Mais là, #Trump et puis les conflits sociaux en France, hein, faut être honnête, hein, on commence vraiment à retourner à une sorte de clivage pauvre-riche qui est juste impressionnant. Hein. J'ai vu encore des chiffres dernièrement dans des journaux, on va dire à tendance politique droite ou gauche, grosso modo les chiffres sont équivalents. On a une augmentation des riches et une augmentation de la très très grande pauvreté en France depuis grosso modo 15 ans. Donc autant dire que notre système néolibéral qui se gargarise d'aller de mieux en mieux, avec ce genre de chiffres, ça calme quand même. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, la réalité concrète est quand même relativement déprimante à cet endroit-là. Et du coup, la BD, le film était un coup de poing là-dedans, là où la série est un peu safe. Le méchant est puni, tous les méchants sont punis. Les racistes sont explosés, désintégrés, écrasés, arrêtés. Enfin voilà, la grande intelligente de la fille d'Ozymandias, qui a donc le même pétage de plomb que son père, elle se fait écraser. D'ailleurs, c'est étrange que lui-même se punisse lui-même, mais bon, imaginons, la série est plus à une virgule près à cet endroit-là, donc je peux l'entendre. Peut-être que tout simplement, et je pense que c'est plutôt ça, Ozymandias peut se le pardonner à lui-même, mais pas aux autres, d'avoir une telle ambition. Excusez-moi, évidemment j'ai encore un rhume, si ça vous dérange pour l'écoute, j'en suis désolé. Je fais de mon mieux. Moralement c'est juste, je peux comprendre,
punir les méchants, machin, et les gentils sont grosso modo récompensés, Dr Manhattan a fait ce qu'il a pu, blablabla, c'est pas mal, mais forcément c'est moins fort, moins complexe, in fine, que la BD ou le film. Pour moi, c'est un rétropédalage dommageable et qui diminuera franchement l'impact de la série dans le temps. C'est dommage. C'est vraiment une très bonne série, voire quasi excellente, mais cette petite fin un peu safe, un peu facile sur des sujets aussi forts, c'est dommage. C'est un petit peu... Là, il a manqué l'héritage d'un cheveu, quoi. On aurait dû dire cette série est la parfaite conclusion de toute la série. Mais si ça donne envie de lire le livre et de voir le film, quand même... Tant mieux, tant mieux. Si ça vous donne envie de relire les livres et de revoir les films, les différentes versions, les versions longues dont je parlerai à l'occasion, tant mieux. On va aborder la conclusion de cette partie spoiler. Ouais, c'était pas très grand, mais je voulais quand même apporter je pense que c'est important d'aborder ces questions fortes. Là, maintenant, une fois que la série est portée, et quand je ferai la vidéo sur Watchmen, on en reparlera, mais je pense que j'irai moins loin. Donc, malgré tout, malgré ce que je viens de dire, je trouve quand même que la série Watchmen est une belle suite. Parce que les thèmes abordés sont abordés avec finesse. J'aime beaucoup la manière dont on parle de la ségrégation raciale, comme je disais, de la vie de super-héros dans cette réalité ultra réaliste et de différents thèmes dont j'ai parlé avant dans la partie sans spoil. L'ambiance visuelle et musicale est marquante. L'idée de faire un épisode par personnage, grosso modo, ou par thème, par sujet, c'est vachement bien. Ça rend la série tellement intéressante, tellement dense et complexe. La conclusion est intéressante, malgré tout, à cette histoire mythique, hein, malgré ce rétropédalage, parce que, heureusement, il y a de bonnes idées. Le fait que la justice masquée est un noir, est un mec black, c'est hyper intéressant, et la série l'utilise super bien. Les fils de Rorschach, la 7ème cavalerie, c'est très juste, même si Rorschach les aurait détestés, et c'est ça que je trouve très intéressant. Son côté comment dire, son côté raciste et profondément comment dire, pas xénophobe, mais profondément intransigeant, avec les répliques qu'il a dans le film, dans la BD, les répliques très connues qui sont très bien reprises dans le film, en disant voilà, les gens vont lever les mains vers moi quand les gens comment dire, se rouleront de leur souillure avec des putes et ainsi de suite, et qui regarderont vers le ciel en disant sauvez-nous, moi je leur dirai non. Enfin voilà, là on est dans l'exagération pure du justicier masqué. Donc la 7ème cavalerie, qui soit un mouvement blanc suprématiste et tout ça, la suite logique du Ku Klux Klan, c'est logique et c'est bien vu, justement des fameuses répercussions du fameux manuscrit de Rorschach, édité par un journal, encore une fois, très borderline, et dans le journal qui est présenté dans la BD comme un journal d'extrême droite, qui n'est pas très clair dans le film, je trouve. Et ça, c'est une très très bonne idée, l'évolution du Dr Manhattan, qui choisit, comme ça n'a pas marché avec Laurie à l'époque, ni avec Jenny, quand il a commencé à Dr Manhattan, ben là, d'un seul coup, il comprend qu'il doit redevenir humain pour être avec quelqu'un, pour voir une vie vraie, une vraie amour avec Angela, et c'est très beau, je trouve que c'est une super idée, et la série l'utilise très bien. Oui, il y a le Deus Ex Ozymandias qui arrive à lui créer un truc, machin, blablabla, mais vu qu'Ozymandias avait réussi à bloquer ses pouvoirs de préscience, on peut partir du principe qu'il le connaît assez, il a travaillé assez avec lui, pour pouvoir créer un truc comme ça, je trouve ça très intéressant. Surtout qu'Ozymandias présente ça dans la série comme la deuxième arme qu'il aurait utilisée contre Dr Manhattan, c'est cohérent à mort, j'aime beaucoup, c'est une très belle idée. Les policiers masqués, je trouve ça aussi vachement bien, le miroir et son trauma, notamment la fameuse scène où on le met à poil dans un truc de miroir et qu'il devienne le miroir à partir de ça, quand il sort il y a tous ces cadavres par terre et qu'on a les images qui font clairement référence à la BD avec ce monstre tentaculaire et tous ces cadavres dans la rue, je trouve ça génial, c'est des moments d'apocalyptique que je trouve magnifiques. Etc., etc. Il y aura probablement d'autres choses. Mais bon, bref, c'est une série qui était vraiment toute proche des très grandes séries de HBO et des séries télé actuelles. Et avec le background de Watchmen, franchement, c'était déjà balèze à écrire. Je trouve que Damon Lindelof s'en est bien sorti. Il a raté un peu sa fin, il y a des choses comme ça sur lesquelles il a rétropédalé, Allman, Ozymandias, tout ça. Mais putain, c'est une excellente série, on a quand même une très très belle qualité. Et maintenant, que ce soit la série Watchmen, je trouve que la BD, le film, la série Watchmen, c'est à regarder. C'est des super œuvres artistiques. Toute la série Watchmen, franchement, allez-y les amis. Si vous n'avez pas encore regardé, que vous avez écouté ces parties spoilers, c'est dommage. Mais allez-y, parce que c'est le pied, c'est vraiment du super taf. La BD a une ambiance unique, elle est hyper intéressante. Le film a une ambiance unique, et les différentes versions sont très intéressantes, et je vous conseille de voir la version Director's Cut, voire même la version avec Tales of the Black Frighter dedans, c'est génial. Enfin bref, et la série c'est très intéressant, c'est une très 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 bonne série encore une fois de HBO. Bref,
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour cette partie spoiler. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez vu la BD, le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi, et le rapport à la série, évidemment. Ça m'a fait vachement plaisir de vous parler Watchmen. C'est une série que j'aime énormément. J'espère que ça s'est entendu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, liker, partager, évidemment, ça aide. Abonnez-vous et tout. Merci encore beaucoup pour votre écoute. Je suis très suivi et ça me fait vachement plaisir. Et j'espère bientôt, dans le courant de l'année, lancer le podcast aussi en audio et pas seulement sur YouTube. Mais j'espère que vous viendrez donner quelques vues sur YouTube quand même. Merci beaucoup les amis. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.